Nous étions en train d'évoquer donc l'actualité zimbabwéenne avec cette baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires, y compris les ministres et le président, décidé donc par Emmerson Mnangagwa pour régler la situation économique assez délétère dans le pays. Et Justin Anani, on était en train de voir, surtout par rapport à l'inscription biométrique, l'impact que ça peut avoir après sur le taux de chômage qui est déjà très élevé aussi. Voilà, donc je disais que c'est une question de réorganisation. Donc si la communication est faite et qu'à un moment donné on arrive à enregistrer, on a une idée donnée sur la part de tous ceux-là qui sont des fonctionnaires au niveau de l'administration, je pense que 5% c'est pas rien. Surtout qu'on sait, beaucoup savent que sur quelle base les gens ont été recrutés. Au temps de Robert Mugabe, c'est parce que bon, c'est le militantisme, on soutient le président, très rapidement on est admis par exemple au niveau de l'administration sans pour autant tenir compte de certains nombre d'éléments qui sont des éléments vraiment fondamentaux. Mais ce sont des éléments auxquels aujourd'hui, moi je pense que s'il faut repartir sur de nouvelles bases, on doit tenir compte au-delà de l'enregistrement. Et il devait y avoir la communication et l'organisation. Je pense que sur cette base-là, on peut relancer l'administration. Tantôt vous dites que c'est vrai, l'enregistrement biométrique révélera naturellement de faux fonctionnaires et que ça serait des personnes qui seront dans la rue. Je ne peux en disconvenir, sauf qu'il va falloir que nous comprenions tous qu'un État ne doit pas être le premier recruteur dans un pays. Donc l'État ne peut pas avoir des fonctionnaires qui doivent coûter jusqu'à 90% du budget national. En même temps, l'État doit savoir que, ayant dans la plupart des constitutions, y compris celle togolaise et je parie celle zimbabwéenne, l'État a l'obligation, ne serait-ce que morale, de faire tout pour que ces citoyens jouissent de leurs droits de travail. Et donc, il va falloir que l'État libère plutôt l'économie nationale, qu'on encourage à travers soit la diminution des fiscalités et comme ça, pour que les entreprises puissent respirer économiquement de façon à mieux embaucher les citoyens. Et en même temps, il faut également dire que quand au Zimbabwe, on empêche juste pour une question de populisme, où c'est vrai, un peu pris en otage par leur histoire, les Blancs, de s'investir totalement dans l'économie nationale, ils ne connaîtront pas ce que connaît l'Afrique du Sud. Parce que vous imaginez un peu si Nelson Mandela avait, une fois venu au pouvoir en 1994, fait comme Robert Mugabe l'avait fait au début des années 80, en écartant totalement les Blancs de l'économie nationale, l'Afrique du Sud chuterait également comme le Zimbabwe chute. Alors justement, Emmerson Mnangagwa a compris ce volet-là et prévoit allouer 53 millions de dollars de compensation aux fermiers blancs. Ça veut dire pour lui, la relance de l'économie zimbabwéenne passe par la reprise en main par les fermiers blancs des terres dont ils ont été exclus, c'est ça? Oui, je crois que c'est déjà... Bon, ça, c'est pour plusieurs raisons. La première est de rendre justice quand même à ces propriétaires. Est-ce que la justice, ce n'était pas de rendre les terres aux Noirs? C'est la terre fondamentalement des Noirs d'abord. Non, la terre, est-ce qu'elle appartient aux Noirs? Par exemple, nous sommes Togolais. Là où je vis ne m'appartient pas. Quelqu'un m'a vendu. Oui, ici on dit la terre appartient aux premiers occupants. Voilà, même si au Zimbabwe, on sait que selon leur histoire, c'est la colonisation qui a dépossédé les Noirs de leurs terres. Non, je crois que les Noirs étaient là, ils n'exploitaient pas les terres. Les Blancs sont venus exploiter la terre. Et justement, quand on a repris cette terre-là, on les a donnés aux gens qui étaient proches de Mugabe, à des Noirs qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas le travail de la terre. Donc, ils n'ont pas su fructifier cette terre-là. Donc, c'est comme à la base. Ça dit qu'il n'y a pas eu de changement. D'abord, il fallait réparer cette injustice. En plus, il faut aussi rassurer la communauté internationale, surtout les Occidentaux qui sont les meilleurs investisseurs un peu partout, pour se dire, si les étrangers viennent dans ce pays, ils n'auront pas les mêmes problèmes que ce Mugabe. Donc, il fallait lancer ce signal. Et troisième raison, il faut aussi permettre véritablement à ceux-là qui avaient la maîtrise, la capacité, la technique d'exploiter cette terre-là, de revenir sur cette terre. Et sur ce plan, je crois que ça commence pas à porter ses effets parce que le pays est l'un des plus gros producteurs de tabac, pas producteurs dans le sens, mais la culture de tabac est très développée. Et donc, cette année, il y a eu une augmentation de plus de
200 tonnes par rapport donc, à l'année passée. Et donc le tabac aussi fait rentrer des devises. Donc on voit que ceux qui étaient dans cette culture reviennent progressivement. Et c'est une bonne décision. Mais c'est beaucoup plus un important signal en direction de l'Occident qui avait déjà salué l'arrivée au pouvoir de Emerson. Et maintenant, il faut leur dire tous les signaux sont ouverts, vous pouvez revenir, il y aura plus... les choses ne sont plus de travers, donc il faut venir et véritablement contribuer parce que les investisseurs dans tous les pays, y compris même dans les pays développés, on a besoin d'investisseurs étrangers, ils viennent, ils apportent la richesse, ils créent du travail, donc on en a besoin et le Zimbabwe aujourd'hui a besoin de s'ouvrir donc à ce pays-là, il ne peut plus se contenter donc du partenaire chinois, on a besoin de diversifier, d'attirer aussi bien les Occidentaux et surtout, et encore une fois, les privés qui ont besoin de voir un peu les signaux et je pense que c'est assez apprécié. Abel. Il y a un point du développement de Germain qui m'a fait penser au 26 août 1789, notamment à la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. En même temps, ce n'est que par comparaison que je le dis. Ce n'est pas parce que les Zimbabwéens n'exploitent pas leurs terres que les colonisateurs doivent se sentir obligés de les déposséder de cette terre-là. Le droit de propriété, je dirais même, donne un relent d'un droit naturel qui semble être inviolable. Et en même temps, il faut le dire, si une législation zimbabwéenne voudrait qu'une terre ou qu'un parcelle de terre non exploitée soit, ou qu'un propriétaire qui n'exploite pas ces terrains soient dépossédés, là il n'y aura pas de débat. Mais je ne suis pas sûr que c'est le cas parce que le pays sortait d'une colonisation et la volonté des maîtres colonisateurs faisait loi. Et c'est ce qu'on a vu. Moi je pense plutôt que ce que le Zimbabwe allait faire, ou les dirigeants zimbabwéens allaient faire, c'est d'expliquer à ces populations-là que en réalité, c'est vrai, la terre devrait vous revenir, mais on peut le bailler aux Blancs qui exploiteront ça mieux que nous. Et leur expliquer l'intérêt que ces Blancs-là, qui en ce moment, et encore un peu également aujourd'hui, maîtrisaient tout ce qu'ils faisaient, je parle de la technologie, pour pouvoir mieux expliquer ces terres-là. Il va falloir leur expliquer que si on les dépossédait de ces terres, c'est l'économie nationale qui va en partir. Et quand l'économie va en partir, on sera obligé d'ouvrir les vannes de l'administration pour exploiter tout le monde. Et au finish, utiliser inutilement, j'ai envie de dire, 90% de notre budget national. Juste Anani, alors maintenant qu'on remet les terres aux fermiers blancs, on est sûr que du côté économique, ça aura un impact. Et par exemple, sur la malnutrition et tout cela, le Zimbabwe va s'en porter mieux. Oui. Je crois, mais... Parce que jusqu'aux années 2000, où Mugabe a définitivement repris les terres aux Blancs, on ne parlait pas de famine et de tout ça au Zimbabwe. C'est quand il a pris la mesure que, on a commencé par dire que les Zimbabwéens vivent mal parce que l'agriculture a chuté et tout. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une ressource, mais on n'arrive pas à transformer cette ressource. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, si les Noirs sont là, mais ils sont incapables de pouvoir quand même transformer ce qui est richesse sur les terres. Et de façon à ce que ça puisse quand même être, c'est pas un bénéfice pour pratiquement le pays. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut maintenant penser à ce que non seulement les Blancs travaillent, c'était là, au même moment, montrer ou éduquer les Noirs à ce qu'ils sachent que voilà, à travers cette transformation, à travers cette technologie, on peut arriver à avoir tel résultat. Donc c'est là où je parlais tout à l'heure de la communication. Parce que c'est le Zimbabwe vient de très loin. Ça, il faut le dire. Beaucoup pensaient qu'au lendemain de l'indépendance, le pays allait se relever avec tout ce qu'on a comme potentialité, tout et tout. Mais les premiers gouvernants n'ont pas aidé suffisamment ce pays. Et ça fait qu'à un moment donné, donc, le travail qui a été fait se repose uniquement sur l'administration, dont on parle tout à l'heure, le nombre est tellement important. Maintenant, s'il y a des terres, et qu'aujourd'hui, on revoit ces réformes autrement, et qu'il y a une potentialité qui est là, qui, enfin, quelqu'un a l'habitude de qualifier de capitaux morts, qu'on peut transformer, qu'on peut rendre tangible. Donc, si on n'arrive pas à communiquer, à faire un travail de fond
Je pense que progressivement, le Zimbabwe va sortir de sa situation et deviendra un pays qu'on peut véritablement visiter, tout comme les autres pays sur la planète. Qu'il plaise que je dise ceci. Il est vrai, et ça personne ne peut le nier, que les Blancs zimbabwéens, puisque la plupart ont même acquis la nationalité. C'est ce que j'allais dire, parce que quand on parle de Blancs, on a l'impression que c'est des étrangers. Ils sont zimbabwéens. Ils ont aussi droit à la terre. Oui. Donc, droit à la terre, ça c'est la colonisation qui les a amenés, qui avaient des propriétés terriens avant qu'ils arrivent. Même aujourd'hui. S'ils les ont acquis, normalement, il n'y a pas de problème. Il y a des législations, même au Togo, ici, vous installez sur une terre. 50 ans après, 30 ans, voilà, prescription acquisitive, vous devenez propriétaire. Donc, c'est des gens qui sont là depuis l'époque coloniale. Ils n'ont même plus besoin d'acquérir. Non, qui ont trouvé des gens à leur arrivée, c'est ça aussi. Non, il y a des gens qui sont nés. Donc le droit de sol aussi, il ne faut pas aussi les cater. Oui. Peut-être qu'il faudra qu'on voit plus. Sur la question, j'aimerais avancer dans ce que je voulais dire. Si on peut faire chorus ensemble ici sur le fait que l'exploitation de cette terre nécessitait, je dirais, une certaine connaissance, une certaine formation et surtout des moyens, entre autres financiers, que les Européens, à part les Européens, les Blancs zimbabwéens avaient beaucoup plus que les Noirs zimbabwéens. Il faut également ne pas oublier de le dire. Tout ce qu'on a eu à entendre, on avait parlé de 2000, les médias ont commencé, je vous reprends, par révéler la famille et puis tout ça. C'était pas solidarité à ceux qui avaient la peau blanche dans ce pays, parce que la couverture médiatique, le Zimbabwe n'était pas aussi sombre comme on nous le faisait croire. Je donne un exemple. Depuis que le président américain Donald Trump a rencontré le président nord-coréen, aujourd'hui, regardez les médias. Combien de fois on a encore appelé ce monsieur dictateur sanguinaire et consort? Mais c'est aussi ça le pouvoir médiatique. Du moment où les Africains ou les États africains n'ont pas assez de médias aussi puissants pour pouvoir émettre au-delà de leur continent, c'est normal que leur image ou l'image que les populations auront d'eux seront celles que les médias occidentaux veulent. Et en l'occurrence, c'est parce qu'on a eu à posséder ces blancs, fussent-ils zimbabwéens, de leur terre, que les médias occidentaux, la plupart du cas dominés par les blancs, je ne suis pas dans un conflit de race, mais dominés par, c'est une réalité, dominés par les blancs, se sont sentis obligés de soutenir ceux-là qui sont comme eux, en peignant ainsi le Zimbabwe. Germain. Bon, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y a des faits qui sont là. Même quand le journaliste est blanc, les faits sont sacrés. Après, dans les commentaires, il est libre. Quand on dit qu'il y a la famille existe, on ne l'a pas inventée. Si on dit que les choses ne marchent pas... Beaucoup plus forcément au Zimbabwe que dans d'autres pays. Mais on voit à chaque fois ce que je pourrais qualifier de l'acharnement contre Robert Mugabe. Aujourd'hui, vous pouvez aller aux États-Unis, vous verrez des mendiants à New York. Vous n'allez pas dire que les États-Unis c'est un pays de mendiants, où il y a beaucoup de mendiants. Vous en avez vu, certes. Mais vous n'avez pas dit, bon, comme il y a des mendiants dans tel pays africain, il y en a aux États-Unis, donc c'est la même chose. Non. Il y a les faits. Moi, je pense que c'est vrai, on a tendance, parfois l'Occident, dans certains cas, donc peint l'Afrique comme elle veut la peindre, comme elle veut la présenter. Et nous, malheureusement, nous aussi, nous sommes dans l'information, on le reconnaît humblement. On ne contribue pas à donner la vraie image. Et nous reprenons l'image que le blanc donne nous envoie, sur nos propres médias. Mais au-delà de cela, il y a quand même des faits qui sont têtus, donc qu'il faut reconnaître. C'est que Robert Mugabe, même si l'intention d'exproprier les Blancs était bonne, le résultat est catastrophique. Et c'est ce que le président actuel est en train de réparer. Et puis quand on prend globalement le blanc, c'est vrai, je vais dire des choses qui vont choquer un peu. Vous savez, on a de la richesse en Afrique, mais c'est le blanc, entre guillemets, qui vient nous dire que c'est de la richesse. Ça pourrait faire 1000 ans à côté de nous, on ne va jamais exploiter. C'est le blanc qui vient dire ça, on peut prendre ça pour en faire ça. Dans tous les domaines, ce qu'on appelle minerais aujourd'hui, phosphate, tout ce qu'il y a en RDC, on prend pour fabriquer les ordinateurs, tout ça. Mais le noir pouvait rester à côté, il ne va jamais fabriquer un smartphone avec. Donc on dira, on vient piller nos richesses, mais c'est l'Occident qui donne de la valeur à ce que nous définissons finalement comme de la richesse, parce que c'est eux qui donnent une valeur à ça. Et ça devient une richesse pour nous. Et malheureusement, ils ne sont pas justes.
ils ne l'achètent pas à sa juste valeur, puisqu'ils lui ont donné de la valeur. Mais le débat aujourd'hui, c'est qu'il nous faut une Afrique avec l'élite qu'on a aujourd'hui qui soit capable de produire. Nous sommes allés dans les écoles occidentales, nous avons appris, mais si nous devons toujours attendre que l'Occident vienne valoriser ce que nous avons chez nous, je crois qu'on ne s'en sortira. Et ça pose aussi un autre problème pour le cas zimbabwéen, c'est que le pays sait que son économie repose fondamentalement sur l'agriculture, mais on a l'impression que les centres de formation dans ces techniques agricoles n'ont pas été développés pour donner de la technicité aux autochtones. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que peut-être c'est la réforme qui a été mal conduite. Parce que quand on se rend compte qu'en réalité, on a les terres et que les terres regorgent tellement de potentialités, et c'est pas une main d'œuvre qui est là. Comment essayer de transcender tout ça, comment transformer, comment former. Je pense qu'il revient à ceux-là qui ont posé la base des réformes. Et ça fait partie également des pratiques en matière de réforme. Parce qu'il ne faut pas seulement dire, bon, ok, les Blancs, peut-être que ils sont des Zimbabwéens, peut-être à un moment donné, les aïeux sont mal comportés. Bon, maintenant, nous sommes des autochtones, le pays est maintenant indépendant. Voilà, et tout ce qui s'est passé là, on va essayer de retrouver la monnaie comme on en a connu et tout. En oubliant qu'en réalité, il y a une potentialité qui est là, qui dort. Qu'on doit quand même essayer de mettre à exploiter, de mettre en action, à aider le pays à se lever. Donc la question de la formation, elle est capitale. Elle est capitale en ce sens qu'on ne peut pas parler de développement en ignorant un certain nombre d'éléments, un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs incontournables. Donc en le faisant, je pense qu'on va rester là, comme j'ai même venu de le dire. Les gens sont partis se faire former de l'autre côté, ils sont revenus, mais qu'est-ce qu'ils donnent en matière de ce qu'ils ont appris comme connaissance pour aider le pays? Le cas ici est au Togo. On voit les gens qui tournent en bourrique, que les coups les a quand même qualifiés d'intellectuels tarés. Donc je pense que c'est autant d'éléments auxquels maintenant, aujourd'hui, on doit faire face pour penser au développement réel de l'Afrique en mettant en jeu un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs intrinsèques. Oui, juste deux mots sur ça. C'est pour dire que c'est vrai, le Zimbabwe, dans ce cas, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas le seul pays où on constate que même ce qui constitue les poumons de l'économie nationale, il n'y a pas d'institut, il n'y a pas d'école universitaire, et même moins que ça, qui fabrique ou qui forme des gens pour pouvoir être à même de porter ces secteurs-là. Mais il faut également le dire, c'est vrai, il y en a qui ont fait de longues études, comme on l'a souligné tantôt, mais la science n'évolue pas par collection de connaissances. Vous verrez ces personnes sortir vraiment diplômés, mais ils vont vous citer des pages, ils vont vous citer des auteurs, tout ça, mais sur le terrain, il n'y a rien. Ça ne sont même pas sur le terrain. On voit des agronomes aujourd'hui qui font toute leur carrière dans les bureaux. Tout à fait. Un ingénieur agronome qui fait toute sa carrière dans un bureau. On ne peut pas se développer avec ça, je pense que... Oui, j'ai eu une ministre des Sports qui est agronome de formation. Je vais taire son nom. On va passer à l'Angola maintenant. C'est le second sujet, nouveau bras de fer entre l'ex-président et son successeur. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a refuté mercredi les accusations de son successeur João Lourenço d'avoir vidé les caisses de l'État dans un nouveau bras de fer entre les deux hommes. João Lourenço a affirmé au journal portugais Expresso paru ce week-end avoir trouvé les caisses de l'État vide à son arrivée en fonction. José Eduardo dos Santos lui a répondu au cours d'une conférence de presse surprise à Luanda, la première depuis son départ de la présidence en septembre 2017. Je n'ai pas laissé les caisses de l'État vides en septembre 2017. Lors du passage de témoin, j'ai laissé environ 15 milliards de dollars à la Banque nationale d'Angola. Germain Pouli, l'un dit qu'il a laissé de l'argent, l'autre dit qu'il n'a pas trouvé l'argent. Alors qui dit la vérité? Non, je crois que si le président de Santos offre une conférence de presse et dit qu'il a laissé 15 milliards, c'est que c'est vrai. On ne peut pas s'amuser à le dire. Maintenant, le président Lourenço, s'il dit que les caisses sont vides, ce n'est pas parce que c'est totalement vide, mais ce n'est pas ce qu'il attendait par rapport à la richesse du pays. Ce n'est pas 15 milliards de dollars qu'il attendait. S'il trouve 15 milliards, il pourra dire que c'est vide, parce qu'il pense qu'on aurait pu laisser un peu plus. Mais c'est un peu dommage ce qui se passe, parce que c'est des personnalités issues
d'un même bord politique, qui a réussi une succession qui a été appréciée, mais on a comme l'impression qu'il y a une petite chasse à l'homme, donc qui est lancée par le nouveau président, qui n'a pas totalement tort, hein, parce que le pays est assez riche, mais a été géré pendant des dizaines d'années par un clan qui a accordé beaucoup trop de facilité. Dont Lourenço lui-même fait partie. Oui, c'est vrai, mais vous comprendrez qu'il ne s'attaque pas seulement à Dos Santos et à sa fille et à son enfant, qui est d'ailleurs... Philomeno et Isabelle. Mais il s'attaque aussi à certains grands pontes donc, de ce régime-là, qui ont mal géré, tous ont mal géré le pays, mais il y en a qui ont beaucoup plus mal géré le pays que les autres. Et aussi, c'était une vraie alternance. Dans le sens du terme, on aurait compris cet acharnement, mais on comprend quand même que c'était un mouvement populaire de libération de l'Angola où il y avait beaucoup de frustration. Donc, à partir donc, de l'élection de Lourenço, on se rend compte qu'une bonne partie des cadres n'étaient pas d'accord parce qu'on voyait la facilité avec laquelle le nouveau président traque les anciens dignitaires, même s'il épargne un peu le président en s'attaquant à sa fille, en s'attaquant à son fils, il atteint d'une manière ou d'une autre, en écartant même de la gestion du pouvoir plusieurs cadres proches de Dos Santos. On comprend qu'il y avait eu pendant longtemps un malaise et que même au sein de ce parti-là, la gestion du pays n'a pas été celle qui était souhaitée et qu'il essaie tout simplement aujourd'hui de ramener de l'ordre à la maison et d'amener la prospérité dans ce pays qui est riche de pétrole, qui est riche d'autres minéraux comme le diamant et tout cela, donc qui a besoin de se repositionner, qui a besoin d'argent, et donc il faut passer à une autre forme de gouvernance. Justin Danis, ce qui est étonnant, c'est la rapidité avec laquelle la brouille est intervenue entre les deux hommes. Oui, on dirait que les problèmes existaient même l'arrivée même de Lourenço. Oui, puisque déjà aussitôt il est installé, la première personne à laquelle il s'est attaqué, c'est la fille de José Dos Santos, c'est ça, non? Oui, José Dos Santos. Je me rappelle encore, ce débat n'a pas été facile. Ça voudrait dire que, se trouvant dans le système, il savait comment ça évoluait. Peut-être qu'il n'avait pas la manette, il n'avait pas le courage, peut-être qu'il dénonçait un certain nombre de choses, donc peut-être il attendait le bon moment, l'occasion, peut-être de commencer par décrier la mauvaise gouvernance qui a été faite de ce pays, l'Angola. Mais il faut quand même dire que c'est un pays qui a été mal gouverné, mal dirigé. Et surtout que la guerre civile passait par là, avec ce qu'on a connu avec les Jonas Savimbi. Donc, à un moment donné, on s'est permis de décaisser des fonds pour acheter des armes, pour s'armer. Et puis, bon, on fait face à la rébellion, tout et tout. Bon, tout ce que cela a donné par après, on sait, c'est l'occasion également pour les puissances de pouvoir s'inviter dans la danse. Chacun a eu sa part. Et qu'aujourd'hui, là, on veut sortir de cette situation avec un nouveau président et qui voit aussi la réalité en face. Et économiquement, la situation du pays, au plan social, la demande aussi est là. Donc, on tient compte de tous ces éléments-là. Il se rend compte que si on commence par attaquer ceux-là qui ont pillé, à un moment donné, maintenant, on peut essayer de ramener les sous dans la cagnotte. Et je pense que c'est à ce moment-là la guerre a commencé. Maintenant, il va falloir que le président sortant, enfin, l'ancien président puisse quand même montrer qu'effectivement, quittant, il a quand même déposé l'argent. Moi, je pense que c'est fondamental parce que... Non, là, il indique même qu'il l'a laissé à la Banque nationale d'Angola. En dehors de ça, les 15 milliards seuls suffisent. C'est la question qu'il faut se poser aussi. Pour un pays comme l'Angola qui regorge 15 milliards de dollars, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Mais 38 ans de gestion aussi, il ne faut pas l'écarter non plus. Voilà. 38 ans de gestion, il ne faut pas l'écarter non plus. Donc je pense que l'actuel président s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer à gouverner comme on en a eu à le faire de par le passé. Mais là, il faut repartir sur de nouvelles bases. Et sur ce point-là, il va falloir tenir compte de ceux-là qui ont à un moment donné mal géré. Maintenant, s'ils commencent par attaquer le père, je pense que ce ne seront pas les fils qui seront épargnés. Je pense qu'il a choisi sa stratégie. Maintenant, on verra la suite ce que ça va donner. Abel, c'est un autre front qui s'est ouvert entre les deux hommes.
Oui, mais moi, j'y trouve plutôt une perte de temps et d'énergie. Germain l'a dit, épaulé par Justin. C'est vrai, 15 millions milliards plutôt, 15 milliards de dollars, ce n'est pas énorme ou rien, ce n'est ni énorme ni rien, mais j'aurais plutôt aimé que João Lourenço dise ça clairement, qu'à son arrivée, il a trouvé 15 milliards, que de dire les caisses étaient vides. Comme ça, s'il dit j'ai trouvé 15 milliards, les Angolais, chaque Angolais se fera une idée si c'est énorme ou pas, si la caisse était sensiblement vide ou si c'était sensiblement rempli. C'est vrai que je ne suis pas angolais, que je ne maîtrise pas l'économie de l'Angola, mais il ne faudrait pas non plus qu'on oublie que l'Angola est sorti d'une longue guerre et que pendant longtemps, le MPLA n'a pas dirigé tout le territoire angolais. Il y avait l'or, quelque part, l'or de l'Angola qui était aux mains de Jonas Savimbi et qui également faisait ses affaires. Il faut également dire que quand les gens entendent le budget de l'État, ils croient que c'est l'argent existe quelque part. Ce n'est qu'un budget prévisionnel. C'est par rapport aux recettes, mais également aux dépenses. Donc quand l'État encaisse, l'État dépense. C'est vrai qu'ils ont leur propre monnaie et tout, mais il faut que les gens se mettent à l'idée qu'un État n'a pas le droit de fabriquer comme il veut l'argent. C'est pas parce que l'État dit j'ai besoin de 5 milliards, donc on appelle la banque, fabriquer 5 milliards pour nous, et on fabrique. Il y aura tout de suite de l'inflation, et puis le pays va chuter. Donc, il va falloir que Lourenço laisse de tirer ici et là pour qu'il se concentre sur le développement du pays. Il a fait beaucoup de choses ici sur ce même plateau. J'ai eu à apprécier la manière dont il essaie de balayer la maison et tout. Mais il ne faudrait pas qu'il se verse non plus dans le populisme, d'attirer à chaque fois sur ce que je pourrais qualifier d'une ambulance, parce que l'ancien président aujourd'hui, il est fini politiquement. On va marquer la pause, c'est la grande, et on revient après le journal.